Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une histoire qui bouscule un peu nos idées reçues sur le progrès social. Oui, complètement. On part pour l'île de la Réunion, avec une thèse assez provocatrice en main. Et si les grandes ruptures historiques qu'on célèbre, comme l'abolition de l'esclavage ou la départementalisation, n'avaient finalement pas touché au cœur du réacteur, C'est-à-dire? c'est-à-dire aux structures profondes du pouvoir et des privilèges. D'accord. Pour explorer cette idée, on se base sur une tribune très percutante, l'abolition manquée des privilèges réunionnais, et on va la croiser avec les observations du géographe Jean Dufosse-Duro. Mhm. Notre mission, en quelque sorte, c'est de déconstruire le récit officiel pour voir comment une poignée de familles a pu conserver sa position dominante à travers les siècles. En s'adaptant, j'imagine. Exactement, en s'adaptant, en changeant de costume, mais sans jamais vraiment céder le pouvoir. C'est une sacrée promesse. Alors, pour comprendre, il faut remonter à la source du système. Et la source, c'est souvent le fameux Code noir de 1685. Mais ce qui est frappant dans l'analyse qu'on a sous les yeux, c'est qu'il est présenté non pas comme un texte de haine, mais comme un document d'une froideur administrative absolue. C'est exactement ça. Et c'est un point fondamental pour comprendre la suite. Le Code noir, c'est avant tout un règlement d'entreprise. Un règlement d'entreprise ? Oui, il rationalise un système économique basé sur la plantation. Il ne s'agit pas juste de cruauté gratuite, même si elle est omniprésente, il s'agit d'optimiser un outil de production. D'accord. C'est tellement vrai que la monarchie de Louis XIV y impose des limites aux maîtres. Pas par humanisme, bien sûr. Non, sans doute. Mais pour protéger la valeur de leur capital. Un esclave, ça coûte cher à acheter, à importer. Il faut donc s'assurer qu'il ne meure pas trop vite, qu'il se reproduise. C'est une gestion de cheptel, ni plus ni moins. Une gestion de biens meubles, comme le dit le texte. C'est ça. Dans la France de l'époque, où l'idée d'égalité entre les êtres humains n'existe pas, cette déshumanisation est la norme. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le système commence à muter de l'intérieur bien avant son abolition officielle. Ah oui, hein. La Tribune met en lumière le concept d'engagisme qui apparaît dès les années 1820. On est 25 ans avant l'abolition. C'est la première grande adaptation, le premier signe de l'intelligence stratégique de ce système. Les planteurs sont pas idiots, ils voient bien que le vent tourne en Europe, et ils sentent que la traite négrière va finir par être interdite, ce qui va faire exploser le coût de la main-d'œuvre servile. En plus, la natalité dans les plantations est faible, le stock se renouvelle pas assez vite. Donc il leur faut une autre solution. Ils ont besoin d'une solution plus souple, moins coûteuse. Et cette solution, c'est l'engager. On importe massivement des travailleurs, d'Inde surtout, mais aussi de Madagascar ou d'Afrique, avec un contrat de travail. Sur le papier, c'est parfait, hein. C'est formidable. Ils sont libres, ils ont un contrat. Sauf que la réalité est tout autre. En pratique, c'est une nouvelle forme de servitude. Ces engagés arrivent, souvent après des promesses mensongères, et sont immédiatement endettés. Ah oui. Le voyage, la nourriture, le logement, tout leur est facturé. Ils sont piégés, contraints de travailler dans des conditions effroyables pour rembourser une dette qui ne cesse de grandir. C'est une bascule économique redoutable. Il y a une phrase dans la source qui m'a vraiment glacé le sang par son cynisme. Elle dit « L'esclave valait cher, l'engagé ne vaut rien ». C'est terrible, mais ça résume tout. On passe de la possession d'un capital humain qu'il faut entretenir à la location d'une force de travail qui est jetable. Jetable, oui. C'est une innovation majeure. Le propriétaire de l'esclave avait une obligation, au moins économique, de le maintenir en vie. L'employeur de l'engagé n'en a aucune. Si un engagé meurt d'épuisement, c'est pas son problème. Il y en a des milliers d'autres qui attendent. C'est plus rentable. C'est plus rentable. Et le risque est transféré sur le travailleur. Le système s'est rendu plus efficace, plus flexible, avant même que la loi ne l'y oblige. Du coup, quand on arrive en 1848 et que la Deuxième République abolit l'esclavage, on a l'impression que la locomotive économique a déjà changé de rail. C'est ça. L'abolition arrive presque trop tard. C'est toute la thèse de la source. Elle va même plus loin en qualifiant l'abolition de 1848 de « victoire pour les propriétaires ». Ah, carrément. Ça peut paraître choquant, mais quand on regarde les faits, c'est implacable. L'État a décidé d'indemniser la perte subie par les maîtres. Et l'indemnité est colossale, 126 millions de francs or. Attendez, 126 millions de francs or, c'est une somme astronomique pour l'époque. Gigantesque. Et cet argent, il va où? Pas aux victimes, j'imagine. Absolument pas. Il va directement dans la poche des maîtres esclavagistes. C'est l'État républicain. C'est l'État républicain, avec l'argent du contribuable, qui vient non seulement légitimer leur ancienne propriété sur des êtres humains, mais qui en plus leur donne les moyens de moderniser leur appareil de production. Incroyable. Ces indemnités ont été le point de départ ou la consolidation d'immenses fortunes sucrières à La Réunion. On ne redistribue rien, on conforte les dominants. On indemnise les bourreaux.
Et les victimes, les esclaves fraîchement libérés, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Rien. Le vide absolu. Pas un lopin de terre, pas un outil, pas une aide pour démarrer. Ils sont libres, mais cette liberté est une coquille vide. C'est une liberté théorique, en fait. Voilà. Ils sont jetés dans une économie où tout, absolument tout, des terres aux usines, appartient à leurs anciens maîtres. Leur seule option pour survivre, c'est de se vendre comme main-d'œuvre à bas prix sur les mêmes plantations. Et pour les planteurs, c'est parfait. Ils ont même plus besoin du système esclavagiste, ils généralisent simplement l'engagement qu'ils avaient déjà rodé. Le tour de passe-passe est complet. C'est ça. L'esclavage est rayé des textes de loi, mais la servitude demeure. La structure d'exploitation, elle, reste parfaitement en place. Les mots ont changé, pas la réalité du pouvoir économique. Ce qui nous amène à la période suivante, ce long siècle entre 1848 et 1946. Le texte utilise une formule très parlante, il décrit cette époque comme un féodalisme tropical sous un vernis républicain. L'image est forte, oui. Elle est très forte. Et elle colle parfaitement à ce que des observateurs comme le géographe Jean Dufosse-Durault ont documenté dans les années 50, juste avant la fin de cette période. Il a parcouru île à pied, il a cartographié la société réunionnaise, et son constat est sans appel. La Réunion fonctionne comme une société de castes. De caste. Une dizaine de familles, les gros blancs, possèdent la quasi-totalité des terres fertiles de la côte, les usines sucrières et tiennent les leviers du pouvoir politique local. Et le reste de la population, comment elle vit? Le reste de la population vit dans une misère profonde. Dufosse-Durault décrit un monde coupé en deux. En bas, sur le littoral, les grands domaines sucriers où s'entasse un prolétariat agricole. Et en haut, dans les cirques et sur les pentes, les hauts, où les descendants d'esclaves affranchis et les petits blancs pauvres survivent sur des parcelles minuscules et peu fertiles. C'est terrible. Il parle d'un analphabétisme massif, d'une sous-alimentation chronique, d'une mortalité infantile comparable à celle des pays les plus pauvres du monde. Tout ça, un siècle après la grande abolition. Dans une colonie de la République française. Voilà. Donc le vernis républicain est très très mince. En dessous, la structure quasi-féodale, héritée de la plantation, est restée intacte pendant 100 ans. Tout à fait. On imagine que la départementalisation en 1946 a dû faire l'effet d'une bombe là-dedans. Sur le papier, c'est l'arrivée de l'égalité des droits. La sécu, l'école pour tous. Ça a été un séisme. Mais encore une fois, ce n'est pas une histoire simple. La départementalisation n'a pas été un cadeau de la métropole. Ah non? La source insiste beaucoup là-dessus. Ce fut une conquête, menée par des progressistes réunionnais comme Raymond Vergès, contre la volonté farouche de cette élite foncière. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils craignaient concrètement? Tout. Ils craignaient l'application du Code du travail, la hausse des salaires, l'arrivée des syndicats. Ils craignaient surtout l'école obligatoire, qui allait sortir les enfants des champs de canne et potentiellement donner à la population les outils de son émancipation. Ils se sont battus pour conserver leur système, en fait. Bec et ongles. La tension était telle qu'elle a mené à un drame qui a marqué l'île, l'assassinat en 1946 d'Alexis de Villeneuve, une grande figure de cette droite coloniale. Et l'analyse présente cet événement comme un symbole, une rupture. Une rupture de l'hégémonie politique, oui. C'est un traumatisme, la fin d'une époque où ces familles contrôlaient tout sans partage. D'accord. Et c'est le cœur de l'argumentation, cette rupture symbolique et politique ne s'accompagne d'aucune rupture matérielle. Le pouvoir économique, lui, ne change pas de main. Il n'y a pas de réforme agraire. Aucune. Aucune redistribution des terres, aucune nationalisation des usines sucrières. Le coffre-fort reste verrouillé. Et c'est là qu'intervient l'analyse la plus surprenante du texte sur deux figures que tout oppose en apparence. Le gaulliste Michel Debré et le communiste Paul Vergès, le fils de Raymond. C'est fascinant de les voir, non pas comme des ennemis jurés, mais comme les deux architectes involontaires et complémentaires de la Réunion moderne. Complémentaires, carrément. Debré, qui devient député en 1963, arrive sur une île qu'il décrit lui-même comme appartenant au tiers-monde. Sa réponse est celle du grand commis de l'État, il va imposer la modernisation par le haut. C'est-à-dire? Il importe massivement le modèle de l'État-providence. Il construit des écoles, des hôpitaux, des routes. Il généralise la sécurité sociale, les allocations familiales. D'accord. En quelques décennies, il fait entrer la Réunion dans le XXe siècle. Le niveau de vie explose, la misère recule de façon spectaculaire, mais... Il y a un mais. Il le fait sans jamais, au grand jamais, toucher à la structure de la propriété privée. Il modernise la société sans toucher à la structure du pouvoir économique. Et Vergès, pendant ce temps?
Il mène la lutte par le bas, c'est la voie de la contestation. Exactement. Il se bat pour la reconnaissance de l'identité et de la culture créole, il dénonce sans relâche les inégalités, il mobilise les classes populaires contre le pouvoir des gros blancs, il est l'aiguillon, la conscience sociale de l'île. Mais, Mais, et c'est le point décisif de l'analyse, son programme politique, malgré sa rhétorique révolutionnaire, ne contient jamais de proposition de réforme agraire. Jamais il ne demande l'expropriation des grands propriétaires fonciers. mais pourquoi? Ça semble être la suite logique pour un leader communiste de l'époque, non? L'analyse suggère que c'était politiquement suicidaire. Toucher à la propriété privée de la terre, dans une île aussi petite et interdépendante, aurait déclenché une guerre totale. Une guerre économique? Une guerre économique, avec fuite des capitaux et peut-être même une guerre civile. Vergès a peut-être fait un calcul pragmatique. Obtenir des avancées sociales concrètes valait mieux qu'une révolution vouée à l'échec. D'où ce paradoxe. Le résultat est ce paradoxe incroyable. Debré modernise sans redistribuer et Vergès politise sans exproprier. Au final, les deux, par des voies totalement opposées, contribuent à améliorer considérablement les conditions de vie, mais laissent le socle du privilège, la propriété, parfaitement intacte. C'est tout à fait ça. Le progrès social est indéniable, il faut le souligner. Mais la hiérarchie fondamentale de la société, elle, n'est pas remise en cause. Les héritiers des grandes familles s'adaptent une fois de plus. Ils changent de secteur, enfin. Oui, ils quittent un peu l'agriculture pour se lancer dans la grande distribution, l'import-export, l'immobilier. Ils changent de secteur, mais ils conservent leur position dominante au sommet de l'économie. Donc, si on résume la leçon de toute cette histoire, le message principal, c'est qu'on peut changer les lois, les statuts, les discours, sans pour autant abolir les privilèges qui sont ancrés dans la propriété. C'est ça. La République a fini par donner l'école et les allocations, mais elle n'a jamais donné les terres. Le schéma est constant, il se répète à chaque grande rupture. D'abord, un grand discours moral sur la justice, la liberté, l'égalité. Mhm. Ensuite, une transformation juridique qui change le statut des personnes et des territoires. Mais l'étape cruciale, celle de la redistribution du capital, n'a jamais lieu. Et donc, les élites s'adaptent. Exactement. Au final, on observe une continuité du pouvoir économique. Les élites sont assez intelligentes pour ne pas se battre jusqu'à la mort contre le progrès social, mais elles s'arrangent pour que ce progrès ne remette pas en cause leur position. C'est là que la source fait un parallèle audacieux avec des débats très contemporains, comme la proposition de taxe Zuckman sur les ultra-riches. Oui, l'idée n'est pas de prendre parti pour ou contre cette taxe, mais de l'utiliser comme une grille de lecture. D'accord. La tribune suggère que ce type de proposition pourrait suivre le même schéma historique. On a bien le grand discours moral sur la justice fiscale, Oui. mais si une telle taxe était adoptée, l'analyse historique nous pousse à nous demander quel serait le résultat final. Probablement un ajustement complexe des règles, truffé d'exemptions, d'optimisation, de stratégies, de contournements, Qui permettrait aux structures de rester en place. qui permettrait aux structures de concentration extrême du capital de rester, pour l'essentiel, inchangées. Ce n'est pas une vision très optimiste. Ça suggère que les systèmes d'inégalité ne sont pas des structures rigides qu'on peut casser par décret, mais plutôt des organismes vivants. C'est exactement l'idée. Des organismes qui s'adaptent pour survivre. Ils mutent, ils évoluent. Ils abandonnent des formes d'exploitation devenues indéfendables, comme l'esclavage, pour en adopter de nouvelles, plus subtiles, plus acceptables socialement, mais qui préservent l'essentiel. La concentration du pouvoir et de la richesse. Voilà. Au final, cette exploration de l'histoire réunionnaise nous laisse avec une idée assez vertigineuse. On aime célébrer les dates de rupture, les abolitions, les révolutions. Mais la véritable histoire, la plus profonde, se trouve peut-être dans les continuités invisibles. C'est une belle formule. La conclusion de la tribune est sans appel. La Réunion a aboli l'esclavage, elle a aboli le statut colonial, elle a aboli la faim, mais elle n'a jamais aboli les privilèges. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse de loin le seul cas de cette île. Quand on veut construire une société plus juste, l'enjeu principal est-il de changer les lois, le vocabulaire, les symboles ? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Ou bien est-ce que le vrai courage politique, la question que l'histoire semble toujours vouloir éviter, n'est pas d'oser regarder en face la répartition du capital et de se demander qui possède quoi et pourquoi ? C'est une pensée qui laisse à réfléchir bien après que les micros soient éteints.